J'ai trouvé le polar Premier roman, extraordinaire. C'est écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour à tous, bonjour Émilie Turckheim, Tatiana Dronet. Bienvenue sur notre petit plateau de café littéraire où nous allons parler de bovarisme. Je vous présente en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Émilie de Turckheim, vous, après un premier roman en 2004, Les Amants terrestres, un très joli roman assez urgent qui avait d'ailleurs été remarqué et par la critique et par le public. Vous enchaînez en 2009 avec le prix de la vocation. Voilà, question de bien continuer. Et ensuite, un livre assez étonnant que j'avais personnellement adoré, en 2012, qui a eu aussi un prix, le prix Bel-Ami, Héloïse et Chauve, où il était question d'une histoire d'amour entre un homme de 40 ans et un bébé de 5 mois. Il fallait le faire. Ensuite, Le Joli Mois de Mai, qui est un livre de poche et que vous signez ici à Saint-Maur. La femme à modeler, qui était un récit, cette fois, tiré de votre expérience de modèle. Et vous venez de sortir chez Héloïse d'Ormesson, Une sainte, où il est question, encore une fois, puisque vous aviez déjà parlé de l'enfermement dans Les Pendus, où c'est l'histoire d'une héroïne qui rêve depuis qu'elle est toute petite de devenir sainte. Donc une réflexion sur les corps, sur l'enfermement, des histoires d'amour souvent étonnantes, assez impertinentes, voire impudiques carrément. Une grande liberté et dans le choix des traitements et dans le choix des sujets, et dans le traitement, avec une ponctuation assez libre, parfois quasiment inexistante, des dialogues sans tiret, complètement incorporés dans le texte. Bref, vous avez une façon de traiter les sujets qui est des sujets graves, mais de façon assez frivole, avec un côté à la fois très réaliste et décalé, et un petit grain de folie qui vous rapproche de Véronique Ovaldé, qui aurait dû être là, mais qui n'est pas là, mais qui va peut-être nous rejoindre. Donc voilà, Émilie de Turckheim. Ensuite, Tatiana Dronet, je crois que je n'ai pas tellement besoin de la présenter, mais allons-y quand même. Des grands destins de femmes, il y en a beaucoup chez vous aussi. On pense évidemment à cette journaliste dans Elle s'appelait Sarah, qui a été votre grand, énorme carton plein interplanétaire en 2006, qui s'est poursuivi avec une adaptation avec, comment s'appelle-t-elle, Christine Scott Thomas, qui a cartonné à peu près autant que le livre. Tatiana Dronet, c'est aussi Des vilains secrets de famille dans Boomerang, par exemple, et dans À l'encre russe, que vous défendez ici à Saint-Maur. Quelques adultères, parfois un peu vilains aussi, mais pas que. En tout cas, brûlants. Dans Spirale, et dans le dernier que vous venez de sortir chez Héloïse d'Ormesson, toujours, Son carnet rouge, où là, il s'agit d'un recueil de nouvelles. Voilà Véronique Ovaldé, bonjour, bienvenue. Je crois qu'il faut que vous vous mettiez là. Je suis perdue dans ce que je racontais. Enfin bref, Tatiana Dronet, avec beaucoup... Alors, le dernier, voilà, Son carnet rouge, où il est encore question de femmes et d'infidélité. De vie parallèle, d'imaginaire, de toutes ces femmes qui ont des vies apparemment trop étroites pour elles et qui s'échappent un petit peu dans l'imaginaire, qui font glisser l'infini dans le borné, comme disait Hugo. Donc ça nous amène au thème de cette rencontre, qui est donc le bovarisme, l'imaginaire, parce que Saint-Maur est en pleine crise de bovarisme aigu, là, cette année, puisqu'on va fêter le merveilleux, l'imaginaire, la vie en rose. Donc je vais vous poser la question à toutes les trois pour commencer. Est-ce que cet état d'insatisfaction qui est caractéristique d'Emma Bovary, qui fuit donc la réalité avec les romans, l'imaginaire, est-ce que vous partagez cet état d'esprit-là et quand vous écrivez et quand vous lisez? Est-ce que Madame Bovary, c'est vous? Bonjour. Alors, voyons, bovarisme. Alors, c'est drôle parce que moi, le bovarisme, c'est quelque chose que j'ai toujours vraiment... qui a toujours été caractérisé pour moi par... je pense que peut-être je suis trop près d'un truc, là, ça va faire des Larsen, ça va être génial. Alors, en fait, je me souviens très bien d'une scène dans Bovary où elle danse, elle est au bal, et elle ne peut pas profiter du bal
parce qu'elle est déjà demain quand le bal sera fini. Absolument. Et cette façon de vivre en permanence, comme si on était en train de se souvenir de ce qu'on est en train de faire, oui, c'est quelque chose ça qui m'intéresse beaucoup et qui est le cas de plein de gens que je rencontre, de moi-même, toujours en train de se raconter la chose qu'on est en train de vivre au moment où on la vit. C'est pas génial ça, pour profiter de l'instant présent comme on dit. Donc je ne sais pas si ça tient à de l'insatisfaction, je pense qu'aussi c'est une façon de mettre en perspective les choses et puis je pense que c'est une caractéristique je pense des gens qui écrivent en général, qui racontent des histoires, d'être en train de se raconter l'histoire au moment où ils sont en train de vivre les choses. C'est clair ? Je crois. Voilà, donc c'est surtout ça que j'avais gardé en tête, surtout sur Bovary, plus que sur l'insatisfaction de bourgeoise malheureuse. C'est plutôt cette façon de ne pas réussir, cet échec en fait, face à la réalité, mais qui n'est pas juste, genre je m'en vais dans mes rêveries, c'est simplement une incapacité à être dans le présent et voilà, continuellement je sais pas, ne pas vivre les choses en se les racontant, c'est pas merveilleux. Et donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez courant chez nous tous et chez nous toutes. Voilà. Surtout chez les grands lecteurs. Et chez les lecteurs, oui, parce que oui, sans doute. Je pense qu'à chaque fois qu'on lit ou à chaque fois si on écrit, c'est pour sans doute dire que ça ne nous suffit pas. C'est pour dire qu'on n'est pas content. C'est pour dire que ce réel-là n'est pas tout à fait satisfaisant. Évidemment, donc il n'y a pas que des choses négatives dans le fait d'être insatisfait d'ailleurs. Il y a quelque chose aussi d'une espèce de pulsion d'aller vers quelque chose qui en viendrait mieux. Donc parfois, c'est simplement dans des livres, en fait, en choisissant de lire, mais ça peut être dans plein d'autres choses. Émilie de Turckheim, est-ce qu'Emma Bovary, c'est vous ? Alors, Emma Bovary, c'est pas moi, mais il y a une chose qui me plaît dans l'idée du bovarisme, c'est le moment de rupture. C'est-à-dire quand on nourrit des rêves complètement irréalistes, disproportionnés, et qu'on réalise à un moment donné que les rêves qu'on nourrit et la réalité de sa vie, il y a un fossé insurmontable, et il faut gérer cette déception. C'est une désillusion qui peut être très très douloureuse. Alors il faut la gérer quelquefois de façon dramatique. Emma se tue quand même, c'est une façon assez radicale de résoudre la question. Dans mon dernier roman, je me suis amusée donc à suivre une sainte en herbe qui, le jour où elle réalise que son rêve de gloire et de sainteté est mal barré, va complètement changer son fusil d'épaule et va choisir une voie, disons ouvertement criminelle. Oui, c'est le contraire. Et je trouve ça touchant en fait, ce moment où on réalise que on s'est nourri pour avancer de rêves. Finalement c'est quelque chose de positif, c'est du réenchantement de la vie, de cette fuite. C'est pas qu'une fuite en avant, c'est aussi quelque chose qui donne un sens à une existence médiocre, donc c'est positif. Mais le problème, c'est que si on a l'impression de devoir à un moment résoudre l'équation entre voilà ce qu'est ma vie et voilà quel était mon objectif, il y a plein de façons de le gérer et c'est ça que je trouve le plus romanesque, c'est comment on résout cette distance, cette déception. Tatiana. Alors, Madame Bovary, c'est quand même pas mal moi, mais j'aimerais quand même préciser qu'il y a plusieurs bovarismes. Et d'ailleurs, le bovarisme n'a pas été inventé par Flaubert. Est-ce que vous le saviez, ça ? Oui, mais plutôt par Balzac, dans La femme de 30 ans. Et c'est M. Flaubert qui a piqué l'idée à M. Balzac. Plagiaire reconnu. Et en fait, si on reprend la définition exacte du bovarisme, qui est une espèce d'insatisfaction qu'on ressent suite aux livres qu'on lit, et on aimerait tellement que notre vie ressemble à ce qu'il y a dans ces livres, j'ai envie de dire que je pense que c'est peut-être par bovarisme, alors dans cette définition-là, que parfois l'écrivain écrit, pas par insatisfaction, parce que sinon nos livres ne seraient que le reflet d'une image forcément très négative, mais plutôt dans l'idée de ce que mes deux charmantes consoeurs ont souligné tout à l'heure, la possibilité de s'échapper ou la possibilité de donner un reflet à une fiction qui n'est pas nécessairement notre réalité ou la réalité tout court, mais simplement une autre réalité. Le petit problème, enfin le gros problème d'ailleurs avec le bovarisme, c'est précisément l'invalidité de ces univers romanesques à servir de modèle à la réalité. Non, mais ça c'est le problème d'Emma Bovary.
c'est le C'est problème. son problème. C'est le problème des Bovary C'est et une- de tous les gens qui ont. Et c'est comme pour ça qu'elle trompe son mari après, parce et qu'elle qu'elle est s'ennuie, surtout terriblement malheureuse et qu'elle finit empoisonnée. Est-ce que vous pensez toutes les trois que l'imaginaire doit être un exemple pour la réalité ou l'inverse, qui est généralement le cas, même si c'est pas un exemple, c'est au moins un point de départ généralement. Alors moi, je vois pas ça comme ça. J'ai l'impression que la question d'être dans le rêve ou dans la réalité, Ouais. c'est d'écrire exactement le même monde, mais c'est deux façons d'écrire ce monde. Il n'y a pas un concret et un rêvé. Et que, par exemple, si on prend dans La vie est un songe de Calderon, il nous décrit un monde qui est à la fois très irréaliste et en même temps, il y a plein de choses extrêmement concrètes. Et il nous dit que finalement, c'est une option. Soit on choisit de voir la vie avec des yeux concrets, et dans ces cas-là, ça sera la cause de tous nos tourments et on sera toujours déçus parce que ce ne sera jamais à la hauteur de nos attentes, donc on sera trahi par la réalité. Soit on a une option qui est celle d'un poète qui permet de transformer la réalité et pour faire en sorte que la vie offre tous les possibles, tous les rêves de gloire, d'amour, de bon. Donc c'est pas simplement de savoir qu'il y a le vrai qui serait la réalité et le monde imaginaire qui serait une espèce de subterfuge plus ou moins assumé et qui finirait forcément par nous décevoir. C'est presque un choix philosophique de se dire, et quand on écrit, je crois qu'on se rend vraiment compte de cette façon que l'imaginaire a d'être absolument réel parce que vrai et sincère, d'être notre vie. Pour moi, c'est pas deux mondes qui s'opposent. Mais est-ce que justement le fait d'écrire, parce que le bovarisme est quand même une pathologie de lecteur au départ. Vous êtes toutes les trois écrivains. Est-ce que le fait d'écrire n'est pas en quelque Une sorte pathologie, je vous vois venir. L'antidote au bovarisme. Est-ce que c'est pas l'étape 2 du bovarisme justement? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, une sorte de passerelle précisément entre les deux univers, vous partez dans vos rêves, votre imaginaire, etc. Et ensuite, vous décidez d'y mettre des mots, quoi. Donc vous faites c'est ce que vous disiez, un aller-retour, si vous voulez, entre les deux mondes. Est-ce que pour vous, écrivain, le bovarisme n'est pas le fait d'écrire plutôt n'est pas la deuxième étape du bovarisme. Après la fuite dans l'imaginaire, l'écriture, la traduction, la mise en mots. Alors, je ne vais pas monopoliser ce micro, mais moi, je me sens comme une lectrice quand j'écris. Je trouve qu'on retrouve le même état de surprise, de se faire emporter dans un imaginaire. C'est pas parce qu'il est le sien qu'il est attendu. Donc, j'ai l'impression que mon rapport à l'imaginaire de lectrice ou d'auteur, il est très semblable. Oui, c'est le même. J'essaye de répondre à cette question. Mais... Oui. Véronique Je disais juste qu'en fait, on peut être un grand lecteur sans être dans une confusion quand même entre la réalité Ni un malheur. Pardon Ni un malheur ou une tristesse. Oui. Et du coup... Mais c'est assez rare quand même. Généralement, quand on lit beaucoup, oui. Ce qui est sans doute votre cas, on perd toujours, à un moment donné, on perd toujours un petit peu les pédales, surtout quand ça nous plaît et que vraiment les textes nous pénètrent profondément. Il y a un moment où on perd un petit peu les mais pédales. ça peut être quelque chose qui nous aide quand même, comme une espèce de prisme. Ah mais bien sûr, ça n'est pas que négatif, absolument. Voilà. Et donc du coup, en fait, c'est pas quelque chose qui nécessairement va en tout cas nous extraire de la réalité, pas nécessairement, me semble-t-il. Donc d'ailleurs, on le voit beaucoup dans le choix que font les lecteurs actuellement, dans le type de littérature qui est lue. C'est très souvent d'ailleurs de la littérature qui va éclairer le monde dans lequel on est. Il y a, je pense, autant de types de lecteurs que de types de livres. Donc je pense que c'est pas tout à fait comme ça qu'on le vit. Cela dit, en plaisantant tout à l'heure, je disais en effet l'antidote au bovarisme, ça serait en effet d'écrire. Là, vous êtes dans une relation extrêmement concrète, là pour le coup, avec votre imaginaire. Vous êtes dans un pacte que vous signez avec votre propre imagination. Alors moi, ce qui m'amuse dans cette affaire-là, c'est que c'est plutôt pour moi, en fait, ça serait plutôt quelque chose d'un petit peu enfantin. Si on a commencé à écrire quand on était toute petite fille, si c'est le cas ou tout petit garçon, quand on a commencé enfant, on avait souvent cette relation-là au texte en train d'être écrit. C'était quelque chose, c'était un supplément de vie. Et j'ai l'impression que ça se modifie quand même. Plus on gagne en maturité, et en maturité d'écrivain et puis dans nos vies, je pense que ça change. Mais il y avait cette possibilité, en effet, d'une vie supplémentaire. Et quand on lisait aussi, quand on lit enfant, on a très envie de lire des histoires qui se passent avec des magiciens et des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est tellement excitant de se dire que c'est possible. Bien sûr. Je crois qu'après, on peut aussi...
je sais pas, et devenir un autre type de lecteur. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu à cette invitation. Nous allons, dans quelques instants, Jean d'Ormesson déclara l'ouverture officielle de la 6e édition de Saint-Maur en poche, en compagnie de Marina Carrère-Dancos et Gérard Collard. Donc à tout de suite pour la remise du prix. Merci. L'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire